penser à l'idée que nous nous faisions de nous-mêmes encore jusque dans les années 50, sans doute moins dans les années 50, mais encore durant la période de l'après-guerre, que nous étions un petit peuple. On entendait encore des gens dire qu'on était nés pour un petit pain. On entendait des gens dire que les vocations économiques, ça ne nous regardait pas. La Révolution tranquille nous aura permis de nous affirmer davantage comme peuple. Elle a fait énormément. La Révolution tranquille construit un Québec nouveau. Partout, on structure, on déstructure, on restructure. Partout, on bâtit. Le chômage est à son plus bas, l'État dépense comme jamais, la consommation devient un mode de vie. Mais si le Québec change, les hommes politiques évoluent eux aussi. Le 5 juin 1966, l'Union nationale a remporté une majorité de circonscriptions avec à peine 40% du vote. À la surprise générale, le chef unioniste Daniel Johnson chasse les libéraux du pouvoir et devient Premier ministre. Évidemment, c'est un choc quand l'Union nationale est élue. Bien sûr, beaucoup ont l'impression que le Québec retourne en arrière. On a fait là, pendant 5 ou 6 ans vraiment des pas majeurs. Et là, on a l'impression qu'on retourne aux chandelles, si vous voulez, puis aux bougies. Mais c'est pas ce qui va se produire, parce que Daniel Johnson de 1966 n'est plus le Daniel Johnson du régime du Plessis, ni même du début des années 60. Daniel Johnson naît en 1915 à Danville, dans les cantons de l'Est. Il devient membre du barreau à l'âge de 25 ans. Pour la première fois en 1946, les électeurs du comté de Bagot le choisissent comme député, fonction qu'il occupera de façon ininterrompue pendant 22 ans. Dans les gouvernements Duplessis, Sauvé et Barrette, il complète l'électrification des campagnes et pilote la construction du grand barrage hydroélectrique de la Manicouagan. Après l'élection des libéraux, en 1960, Daniel Johnson devient leader de l'opposition et en 1961, chef de l'Union nationale. Mais il n'arrive pas à persuader les électeurs que son parti ne représente plus une force politique rétrograde. Mais ce qui se produit, ce qui est étonnant chez lui, et là, on voit que l'homme quand même avait des possibilités, du potentiel. Il est parvenu à se dépouiller de ses vieux habits, si vous voulez. Ça se produit autour de 1964-65. Il s'en va à Paris et en sortant de l'opéra, il fait une crise cardiaque. Son frère, qui est cardiologue, dit « Écoute, Daniel, si tu veux vivre, laisse la politique. » Alors là, c'est un choix personnel. Daniel Johnson choisit de rester en politique en sachant que ses jours sont comptés. Le Québec ne peut pas se permettre d'attendre pendant un autre siècle et même pas pendant une autre génération que le reste du pays veuille bien comprendre, veuille bien nous aimer et veuille bien œuvrer avec nous. Daniel Johnson considère la question nationale québécoise et la réforme du Canada comme des priorités. À ses yeux, la gestion des affaires courantes de l'État passe au second rang. Malgré cela, Daniel Johnson surprend les Québécois en annonçant la poursuite des réformes entreprises par les libéraux 6 ans plus tôt. Il projette également de créer un ministère de l'immigration, une nouvelle université québécoise et des collèges d'enseignement postsecondaire, les cégeps. Dans son premier budget, Johnson vise à développer les ressources naturelles à l'échelle de tout le Québec, particulièrement dans le domaine de la foresterie et de l'industrie minière. Il maintient les sommes allouées précédemment aux grands chantiers de construction. Ainsi, de la Manicouagan à Montréal, la Révolution tranquille se concrétise dans le béton et l'acier. Parmi tous ces grands travaux, ceux de la métropole sont les plus nombreux et les plus ambitieux. Au début des années 60, la région de Montréal commence à peine à se relever d'une période de déclin. À l'image du Québec tout entier, Montréal a besoin d'un souffle nouveau. Un virage s'impose. Le maire Jean Drapeau souhaite même donner à sa ville un rayonnement international. Il propose d'abord de moderniser le réseau routier et de construire un centre-ville nouveau où pourront se dérouler certains des événements les plus prestigieux de la planète. Les grands travaux montréalais sont lancés.
En surface et dans les profondeurs de la Terre, des tremblements incessants donnent l'impression de petits séismes annonçant de grands bouleversements. Un peu partout dans l'île, on creuse, on dynamite. Et après 5 ans de travaux menés jour et nuit, une première rame de métro entre enfin dans la station Berry de Montigny. J'invite son éminence, le cardinal archevêque de Montréal, Paul-Émile Léger, à procéder à la bénédiction du métro de Montréal. Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Au Canada. Le métro de Montréal est le fruit d'un mariage harmonieux entre la technologie française, la compétence des entrepreneurs québécois et la qualité de leur main-d'œuvre. Je suis très enthousiasmée, c'est formidable, très moderne et très, très beau. J'invite tout le monde à venir visiter. Ah, mon impression, c'est formidable. J'ai vu celui de Paris, mais celui-là est un peu plus beau. Tu as bien aimé le métro? Oui. C'est émotionnant, franchement. Hein? Des œuvres des plus grands artistes du moment, dont Jean-Paul Mousseau et Marcel Ferron, embellissent certaines stations du métro. Peu à peu, les Montréalais découvrent que ce nouveau moyen de transport donne accès à un centre-ville moderne, méconnaissable. On espère que le métro solutionnera les problèmes de circulation qui asphyxient la métropole depuis plusieurs années. Une nécessité, puisque dans 1 an et demi, des millions de visiteurs sont attendus à Montréal pour un événement très spécial. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Le premier jour, 250 000 visiteurs se présentent sur les îles pour y découvrir les œuvres d'une architecture prodigieuse et d'une technologie futuriste. Le monde entier flotte au milieu du fleuve entre Montréal et Longueuil, au cœur d'un Québec en pleine évolution. L'été 1967 est une été d'euphorie. Les gens partaient, même de la Gaspésie, partaient du fond d'Outaouais pour venir à l'exposition universelle de Montréal. Et à ce moment-là, on va découvrir de nouvelles civilisations. On va découvrir que certains pays sont beaucoup moins arriérés qu'on le pense. On va découvrir que la Russie, il y avait quand même eu le Spoutnik, hein? C'est avant les Américains. On va découvrir qu'ils ont une civilisation. Il y avait la musique, il y avait la nourriture. Il y avait à ce moment-là le monde qui était ici. C'était plus nécessaire de lire Pays et merveilles, c'était plus nécessaire de lire des ouvrages exotiques. On allait voir des gens costumés. On allait voir des gens qui parlaient une autre langue que la nôtre. C'était de tous les âges, même les petits-enfants, qui pouvaient aller voir, toucher, regarder, admirer, goûter. Au pavillon de la jeunesse, on noue de nouvelles amitiés et on découvre en direct de nouveaux rythmes, de nouveaux visages et de nouvelles idées. Dans ce happening permanent, les jeunes s'en donnent à cœur joie jusqu'aux petites heures du matin, loin des écoles et de l'autorité parentale. Pendant 6 mois, 50 millions de visiteurs ont vibré au diapason du monde. Une 50aine de personnalités sont venues passer quelques heures dans les îles. Puis sont repartis sans laisser de traces. Tous sauf un. Le général de Gaulle. Je vous apporte le salut de la France, du vieux pays qui vous aime. C'est avec une immense joie que je suis chez vous, au Québec, au milieu des Canadiens français. Pour toutes sortes de raisons qui s'appellent le passé, que nous n'oublions et n'oublierons jamais, au milieu de la grande évolution qui entraîne ce pays.
Lors de son périple de Québec à Montréal en compagnie de Daniel Johnson, De Gaulle construit un suspense avec des discours de plus en plus favorables à l'émancipation des Québécois. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir ici, et tout le long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que celle de la libération. Le périple du général culmine à l'Hôtel de Ville de Montréal. J'emporte de cette réunion inouïe de Montréal un souvenir inoubliable. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Vive Montréal, vive le Québec. Vive le Québec libre! Mais le général n'est pas au bout de ses audaces. Dans un même élan, il bouscule maintenant le calendrier de sa visite et refuse de se rendre à Ottawa pour le 100e anniversaire de la Confédération canadienne. Ce que va faire Daniel Johnson, moi je dis qu'il a vraiment travaillé beaucoup l'identité du peuple québécois, les racines. Hein. Il va faire venir De Gaulle, et là encore, ça va créer une commotion. Il ne faut pas oublier que De Gaulle, il le fait venir pour deux choses essentiellement, d'ailleurs, comme appui. Il a besoin d'un appui puissant contre Pierre Trudeau, Gérard Pelletier et Marchand qui se sont établis à Ottawa et qui ferment les portes devant le Québec de plus en plus. En fait, Johnson le fait venir ici pour que De Gaulle dise aux Nord-Américains, aux anglophones, aux Américains, écoutez, ici, il y a des francophones, il y a une province française, il y a 6 millions de parlants français, vous allez les respecter. Alors, c'est une partie du travail que fait De Gaulle. Et l'autre partie, c'est de ranimer les vieilles racines françaises. Le problème va se régler non pas en France, le problème de la Au lendemain de ces événements qui ont fait le tour du monde, Daniel Johnson affiche une sérénité déconcertante. Est-ce que vous considérez que le général, quand il parle du Canada, s'immisce dans les affaires internes du Canada? Il a d'une seule phrase compensé pour les omissions d'Ottawa et son service des affaires extérieures depuis 100 ans, qui n'a jamais représenté le Canada comme un pays à deux cultures. Depuis plusieurs années, Daniel Johnson se montre très favorable à l'émergence de la nouvelle identité québécoise. Au mois de mars 1965, il a même publié un ouvrage choc au titre éloquent « Égalité ou indépendance ». L'idée de l'indépendance en a gagné en crédibilité, mais cette rhétorique modérée dissimule une grande impatience. Jamais, jamais nous ne lâcherons là-dessus. Jamais je périrai où nous gagnerons le statut d'égalité à travers le Canada, un État national pour la nation canadienne-française, ou bien donc, avec l'appui du peuple, nous ferons l'indépendance si elle devient nécessaire. Ce que Johnson demande, c'est une nouvelle constitution basée sur l'égalité des deux peuples. Et c'est là qu'on voit dans son binôme égalité ou indépendance, pour lui, le mot égalité est important. Il n'est pas indépendantiste, Johnson. Sauf, contrairement à Pierre Trudeau, par exemple, ou à Jean Lesage, il ne fermait pas la porte à l'indépendance. Comme le fédéral a dévoilé ses positions de base, à la conférence d'Ottawa, le premier ministre Daniel Johnson demande à nouveau un statut particulier pour le Québec. Le problème peut donc se formuler ainsi. Comment intégrer le Québec nouveau dans le Canada d'aujourd'hui sans restreindre l'élan québécois, mais aussi sans risquer l'éclatement du pays? C'est là tout le problème. C'est une chose qui est inscrite dans les faits
Et même si je disparaissais demain matin, mon successeur à cette table, si les premiers ministres de la province de Québec, parlera ainsi. Daniel Johnson a vraiment lancé la révision constitutionnelle, qui était en panne depuis quelques années, depuis le début des années 60 et même depuis les années 50. Sauf, et c'est là son drame, il s'est trouvé devant Pierre Trudeau, qui lui vraiment avait une politique aussi claire et très rigide et très intransigeante. Il voulait mettre un frein, si vous voulez, à la décentralisation en cours depuis les débuts de la Révolution tranquille. Et ça a été un peu pour Daniel Johnson son Waterloo. Je crains qu'à chercher un statut particulier pour Québec, on tende à développer à la longue, encore une fois, une mentalité d'état de siège où on sera bien entre nous, mais on n'osera pas affronter le défi de la compétition politique, économique, avec d'autres Canadiens dans le même pays. Qu'est-ce que vous pensez que cette conférence-là va apporter au Canada, d'abord? Enfin, au Canada, ça va sûrement éveiller les autres Canadiens, c'est-à-dire les Canadiens anglais, surtout les provinces de l'Ouest, qui sont assez antipathiques au Québec. Je crois pas que ça n'a pas grand-chose réellement. Non plus? Non. Au Québec, on veut vivre comme les autres provinces vivent, les provinces plus riches que nous. Le temps est arrivé qu'il faut vivre. La plupart des Canadiens français sont sur l'impression qu'ils ont été maganés pendant 100 ans. Et ils ont l'occasion de le dire si réellement on a été maganés. Est-ce qu'on a réellement le droit de demander quelque chose aux Anglais? On est 50 ans en arrière des autres provinces. Et vous pensez que la conférence va apporter quelque chose? Ah, certainement. S'ils veulent rien faire, alors on fera on prendra le grand moyen. Devenu populaire à Ottawa pour son intransigeance face au Québec, Pierre Elliott Trudeau se sent maintenant prêt à faire le grand saut. Le premier ministre Pearson ayant annoncé qu'il désire se retirer de la politique, Trudeau ne surprend personne en annonçant quelques mois plus tard: Après mûre réflexion, j'ai décidé de poser ma candidature au poste de chef du Parti libéral du Canada. Quand il va en politique en 1965, il y va parce qu'il trouve que ça penche trop du côté du Québec. Parce que l'identité québécoise, au moment de la Révolution tranquille, a pris trop de place dans la perception des Québécois. Et comme on le sait, la grande conception de Trudeau, tout à fait à l'opposé de celle de l'évêque, c'était que les Québécois se canadianisent. Canada must be one, Canada must be progressive, and Canada must be a just society. Sitôt élu chef du Parti libéral et nommé premier ministre du Canada, Trudeau désire se faire réélire. Les élections auront lieu le 25 juin, au lendemain de la fête nationale des Québécois. Lors du défilé de la Saint-Jean, Trudeau, Drapeau et Johnson figurent à la tribune d'honneur érigée face au parc La Fontaine, près des rues Wolfe et Montcalm. Pour le RIN de Pierre Bourgault et les jeunes nationalistes, la présence de Trudeau à la fête nationale des Québécois constitue une provocation. La foule crie des slogans hostiles. Des projectiles sont lancés en direction des invités. Le président du RIN est arrêté. La violence éclate. La police charge à cheval et en moto, matraque au lever. Les cocktails Molotov volent en tous sens. Des autopatrouilles flambent. 300 personnes sont arrêtées. Au plus fort de la manifestation, Trudeau refuse de quitter les lieux. À la télévision, on a l'image en direct d'un homme qui ne se laisse pas intimider par des Québécois en colère. Ça n'était pas un homme populaire, ni encore moins populiste. C'était surtout un homme, un frondeur, un combattant, mais un combattant d'idées. Ladies and gentlemen, the next Prime Minister of Canada, Pierre Elliott Trudeau. Le 25 juin 1968, 54% des Québécois votent pour le Parti libéral fédéral et son chef. Le French Power s'installe à Ottawa. Ça a assez duré, les folies, depuis quelques années. On veut maintenant travailler ensemble pour faire un pays libre, un pays prospère et un pays uni. Fini, les folies. Un pays, c'est plus qu'un pays, et beaucoup moins.
c'est le secret de la première enfance. C'est pas une condamnation, c'est une chance historique qui passe pour la première fois d'avoir un coin qui soit à nous autres, pas plus. De commencer pour vrai à vivre normalement, pas plus, au lieu de survivre d'une Saint-Jean-Baptiste à l'autre. Un an après avoir quitté le Parti libéral de Jean Lesage, le député René Lévesque fonde le Parti québécois. Avec le durcissement d'Ottawa face au Québec, Lévesque croit que la conjoncture devient favorable à ceux qui veulent l'autonomie du peuple québécois. René Lévesque propose maintenant l'indépendance du Québec, assortie d'une association économique avec le reste du Canada. À la fin de 1968, l'avenir politique de René Lévesque semble aléatoire. À peine créé, son parti mise tout sur une cause encore fragile. Avec notre nouveau nom, là, il va falloir travailler à partir de ce soir et demain matin, puis sans arrêt. Pour pas que ça devienne un nom gênant, à convaincre et à persuader le plus vite possible tout le monde de dire avec nous, nous sommes des Québécois. Pierre Bourgault et tout le RIN se joignent au Parti québécois. Pour lui, le projet d'indépendance l'emporte sur tout le reste. Le Parti québécois sera et devra être, autant que le RIN l'a été pendant 8 ans, notre parti. Lévesque, chef de parti, Trudeau, chef de gouvernement, quelle place reste-t-il à Daniel Johnson et son option égalité ou indépendance? Le 25 septembre 1968, le bimoteur du Premier ministre atterrit sur une piste d'Hydro-Québec dans le Grand Nord québécois. Après 10 ans de travaux gigantesques, le barrage hydroélectrique de Manicouagan est enfin prêt. Les principaux artisans de la Révolution tranquille, Daniel Johnson, Jean Lesage et René Lévesque, sont réunis pour inaugurer ce symbole identitaire des Québécois. Mais l'histoire du Québec emprunte à nouveau des voies mystérieuses. C'est dans ce chalet qui domine le chantier de Manic 5 que le Premier ministre, M. Daniel Johnson, est mort ce matin à 6 heures dans son lit pendant son sommeil. On ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement. En septembre 1959, à Shefferville, non loin d'ici, Maurice Duplessis mourait, lui aussi dans le Nouveau-Québec. 9 ans après, presque jour pour jour, c'est le tour de Daniel Johnson, aussi dans le Nouveau-Québec, au moment où il allait inaugurer ce barrage de Manic 5. C'est une fatalité, c'est peut-être un symbole de cette volonté de renouvellement du Québec, en dépit du fait que les hommes disparaissent. Ici, Claude-Jean de Virieux à Manic 5. Encore une fois, Daniel Johnson étonne le Québec. Une grande tristesse s'empare des Québécois. À la fin de 1968, le Québec tout entier plonge dans un climat nouveau où un curieux mélange de fête et d'impatience marque le passage à de nouvelles façons de penser, de s'engager et d'agir. Mobilisés par une identité renouvelée, de nombreux Québécois se sentent pressés de compléter la mise à jour de leur pays.
L'autorité traditionnelle sous toutes ses formes est contestée. La société se diversifie, la révolution tranquille devient l'affaire de chacun. Les jeunes n'attendent plus le changement, ils le font. Ensemble et parfois avec fracas. Mais la vie nouvelle dont ils rêvent n'est pas facile à inventer. C'est pas nous qui a rendu tout le monde comme il est en ce moment. C'est pas nous. Nous, on vient d'arriver. C'est les plus vieux, je te jure. C'est de leur faute. Mon père m'a toujours dit qu'il y a le droit chemin, que si on s'écarte à la droite, c'était fini. Si on s'écarte à la gauche, c'était fini. Parce que je me suis rendu compte que on pouvait aller à gauche, on pouvait aller à droite, du moins qu'on savait ce qu'on faisait, du moins qu'on pensait que c'était bien, du moins qu'on était conscient de ce qu'on faisait. C'était la principale des choses. L'avenir se prépare. Je sais que ça va être très violent. Ça commence déjà. Puis ça finira pas. En ce moment, là, en 1968, il y a une espèce de climat d'insécurité qui plane sur la jeunesse. Mais pas grand-chose à faire. Hein? Mais je peux rien faire. Rien. Oui, je veux faire quelque chose, mais est-ce que je peux faire quelque chose? Nous avons surtout besoin de surprises, de hardiesse, de révolte, de franchise, d'ironie, d'humour, de passion, et que tout cela sorte pêle-mêle de nous et dans un temps record. Dans tous les domaines, on réinvente la vie. Depuis l'entrée du Québec dans l'ère des grands bouleversements au début des années 60, l'influence de la religion catholique diminue rapidement. Avec si peu de fidèles, les institutions religieuses et les paroisses commencent à manquer de fonds. Une situation difficile à accepter pour un clergé qui se sent rejeté par une société qu'il dominait peu de temps auparavant. Les églises se sont vidées, les curés ont jeté leur soutane aux orties en l'espace de quelques années, des mutations qui prennent dans d'autres sociétés 20, 30 ans, une génération. Donc des changements rapides, des changements globaux aussi, c'est-à-dire les attitudes, les mentalités, les institutions vont changer. L'affaissement de la foi chez les jeunes. Dans ce contexte, la démission de l'archevêque de Montréal en 1969 marque la fin du Québec catholique traditionnel. Aussi, quelques-uns se demanderont-ils, et à bon droit, pourquoi je quitte le navire au moment où il affronte la tempête. Et au fond, c'est justement cette crise religieuse qui m'incite à quitter un poste de commande pour redevenir un simple prêtre missionnaire. Les fidèles sont de moins en moins fidèles et de plus en plus exigeants dans leur quête de spiritualité. Les religions exotiques et l'ésotérisme fascinent certains jeunes qui s'ouvrent à l'influence d'autres mœurs et à d'autres civilisations. La morale appartient désormais à la sphère privée que l'État bienfaiteur protège par une batterie de lois. Ainsi, en 1969, le gouvernement Trudeau adopte le Bill Omnibus, qui légalise l'avortement médical dans certaines conditions et décriminalise l'homosexualité. Pour le législateur, ce qui se passe à la maison entre adultes consentants ne regarde plus la justice. L'adoption de cette loi déchaîne les passions, mais, signe des temps, ce sont les femmes et les homosexuels qui ont gain de cause. La révolution sexuelle frappe à nos portes, même dans le Québec naguère rural et catholique. Voulez-vous prendre Monsieur Deslanges pour votre légitime époux? Oui, je vais. En vertu des Les nouvelles lois permettent également de se marier au civil, de même qu'elles facilitent l'obtention d'un divorce. Les relations de couple s'en trouvent simplifiées et surtout transformées.
Désormais, hommes et femmes peuvent traiter d'égal à égal s'ils le désirent. L'amour peut durer toute la vie, mais pas nécessairement avec la même personne. C'est le début d'un temps nouveau, la terre est à la des zéros, la moitié des gens n'ont pas 30 ans, les femmes font l'amour librement, les hommes ne travaillent presque plus, le bonheur est la seule vertu, c'est le début d'un temps. Depuis l'adoption en 1964 de la loi 16 sur l'égalité des conjoints, la plupart des femmes ont pris le goût de l'autonomie. Désormais, certaines veulent assumer la maîtrise de leur vie et de leur corps. En 1966, les groupes féministes, dont la Fédération des femmes du Québec, demandent au pape Paul VI la permission d'utiliser la pilule contraceptive. Les femmes se battent maintenant pour avoir ou non des enfants, comme bon leur semble. Dans son encyclique Humanum Vitae, le pape répond 2 ans plus tard: Tout acte matrimonial doit rester ouvert à la transmission de la vie. La position de Rome soulève un tollé et ne réussit pas à rallier les Québécoises. Des prêtres refusent même de diffuser l'encyclique. Désormais, les édits, les décrets et les excommunications sont dépassés. Ciel, et je descends lentement. En plus de la chanson, de nouvelles formes d'expression voient le jour. Les monologues, à l'humour souvent mordant, envahissent la scène et le petit écran dans tous les coins du Québec. Si vous voulez vous amuser, allez chez Jean Lesage, puis volez-lui sa teinture à cheveux. C'est la seule façon d'obtenir un changement à la tête du Parti libéral. Avec entre autres les cyniques, Yvon Deschamps et Clémence Desrochers, on se moque ouvertement des notables ainsi que des autorités politiques et religieuses. C'est que nous avons été reçus par le Saint-Siège. Sur scène, le pouvoir traditionnel et autoritaire fait l'objet de moqueries de toutes sortes. L'humour de la fin des années 60 appelle les Québécois à changer de vie et à revendiquer la liberté. Cette galerie, la femme d'à côté a dit, il y a bien l'air smart, cet homme-là. Je dis, je pense bien, c'est mon boss. Il y avait ses bermudas écossais, il y avait la chemise puis les bocs avec le char. Ça fait que, il s'approche de la galerie, il dit, t'en viens-tu en campagne avec moi? Oh ben moi, je perds pas de temps, je te prends le petit, je le rentre dans la maison, je barre la porte, qu'il arrive rien, par où dans le char. Désormais, on se reconnaît dans la langue du peuple d'ici. Les Québécois sont devenus des Québécois et dans ce climat de libération, le théâtre nouveau suit et parfois même devance le mouvement. Oh, oui, m'envoyer un catalogue avec. J'en avais déjà un, mais celui-là, c'est celui de l'année, hein. Ça fait que c'est bien mieux. L'autre, t'as tout magané. C'est un besoin que j'avais et c'est un besoin de décrire des gens. Et je pensais qu'au point de vue langage, M. Gélinas et M. Dubé n'avaient pas fait du joual parfait parce qu'à l'époque où ils faisaient du joual, ils ne pouvaient pas se permettre ce que moi, je peux me permettre en 68. Je pense que je vais prendre le rouge avec des étoiles dorées. Je sais pas si tu l'as déjà vu, il est assez beau. Moi, je sais maintenant que si les belles-sœurs disent des choses pas belles sur la scène, les gens vont venir quand même. Les gens vont dire c'est vrai qu'on est comme ça. Alors, les gens se reconnaissent, mais pour quelle raison, par exemple, Pierre-Éliott Trudeau qui va dire on parle un langage pouilleux, les gens s'offusquent. Mais qu'il soit pouilleux ou non, on parle d'un langage, un point, c'est tout. De 1946 à 1966, le Québec reçoit 1 demi-million d'immigrants, surtout des Grecs, des Italiens et des Portugais, qui ont quitté leur pays pour des raisons économiques. Presque tous se sont installés dans l'île de Montréal. Vivant au départ dans des conditions très modestes, ces nouveaux Québécois ont trouvé de l'embauche principalement dans les chantiers de construction et dans le textile. Des Belges, des Français, des Juifs et des Égyptiens ont également débarqué au Québec pour prêter main forte à la mise en place des réformes de l'éducation et de la santé. Ajoutée aux migrants de l'intérieur venus de la Gaspésie et de l'Abitibi, cette immigration étrangère a contribué grandement à l'essor de la métropole.
Mais l'arrivée des immigrants de l'après-guerre a révélé la précarité de la langue française à Montréal. 90% des immigrants choisissent d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise, qui, depuis toujours, semble leur promettre un avenir meilleur en Amérique du Nord. Une situation explosive dans le contexte québécois des années 60. La rue Saint-Laurent me donne l'impression de voyager, et plus encore, de choir soudainement en plein mi-temps de ce pays libre dont on parle, pour en souhaiter l'existence, sans croire qu'il existe pour de vrai. En septembre 1968, dans la municipalité de Saint-Léonard, sur l'île de Montréal, la commission scolaire décide que les élèves anglophones d'origine étrangère recevront désormais leur éducation en français. Les Anglo-Italiens crient au scandale et entreprennent le boycott de l'école française. Keep your children out of school. C'est que les francophones se rendent compte que les immigrants s'anglicisent, c'est-à-dire qu'ils vont rejoindre la minorité anglophone. Et à long terme, à plus d'une génération, deux générations, ça risque bien sûr d'être mortel pour les francophones. Donc il y a une réaction, une prise de conscience, c'est le problème des immigrants. Premier ministre du Québec depuis le décès de Daniel Johnson, Jean-Jacques Bertrand choisit de répondre aux vœux des anglophones avec une première loi linguistique, le Bill 85, qui reconnaît le libre choix de la langue d'enseignement. Les francophones de Saint-Léonard réagissent aussitôt. Des manifestations s'organisent, le gouvernement fait marche arrière et retire le Bill 85. À la rentrée scolaire de 1969, de nouveaux affrontements ont lieu à Saint-Léonard. La plupart des Italiens refusent encore une fois d'envoyer leurs enfants à l'école française. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Pierre Trudeau, du côté d'Ottawa, lance son fameux « Fini les folies » et il fait pression sur le gouvernement Bertrand pour adopter une loi linguistique pour régler le problème. Et c'est là que Jean-Jacques Bertrand présente le fameux Bill 63, comme on disait à l'époque, qui est la deuxième loi linguistique, qui maintient finalement, reprend un peu l'essentiel de la loi 85, c'est l'affirmation du libre choix pour tous, immigrants compris. Et pourquoi vous préférez envoyer vos enfants à l'école anglaise plutôt qu'à l'école française? On préfère pas. On préfère pas, on est obligé. Obligé pourquoi? Ben, on est obligé par les milieux dans lesquels on se trouve à ce moment. My son is going to speak French, I'm going to speak English. How can we understand each other? Nous avons perdu la liberté de choisir. C'est ça que nous demandons comme citoyens canadiens. Nous autres, on reste dans la province de Québec. Si je me vais en Ontario, ça veut dire que je sais quoi? Zéro. Le libre choix, c'est surtout compter que les immigrants et les anglophones voudront, comme par magie, se mettre à apprendre le français et à respecter ceux qui le parlent. They will accept, not by coercion, not by imposition, but through persuasion. Professeurs et étudiants de toutes les régions du Québec débrayent massivement. 10 000 personnes paralysent le centre-ville de Montréal et 20 000 citoyens manifestent à Québec. Quelques jours plus tard, 50 000 personnes manifestent à nouveau devant l'Assemblée nationale et reçoivent l'appui de quelques députés. Malgré l'ampleur de la mobilisation, le Bill 63 est adopté. La crise de Saint-Léonard prend fin abruptement et le problème linguistique reste entier pour les francophones. What's your name, sir? Laframboise. Mr. Laframboise. Are you bilingual, Mr. Laframboise? Comment vous dites? Are you bilingual? En d'autres termes, êtes-vous bilingue? Non, pas bilingue. Vous n'êtes pas bilingue. Vous ne parlez que le français. Ouais, c'est ça. Afin de favoriser l'unité canadienne... Depuis l'élection de Pierre Elliott Trudeau, la question linguistique est devenue un enjeu majeur pour tous les politiciens, même ceux d'Ottawa. En 1969, le gouvernement fédéral adopte la loi qui impose le bilinguisme anglais-français dans les services fédéraux. Voyant certains de leurs privilèges linguistiques reconnus,
les anglophones de Montréal s'en disent satisfaits. Longtemps, je n'ai su mon nom et qui j'étais que de l'extérieur. Mon nom est Pea Soup, mon nom est Pepsi, mon nom est Marmalade, mon nom est Frog, mon nom est Dame Canuck, mon nom est Speak White. Les jeunes, issus de la réforme scolaire de 1960, terminent leurs études secondaires et frappent maintenant à la porte des collèges et des universités. 12 cégeps sont créés pour répondre à cette marée d'étudiants. Contrairement aux collèges classiques, les cégeps sont maintenant laïques, mixtes, accessibles à tous et gratuits. Une formation technique de 3 ans permet aux étudiants d'accéder aux différents corps de métiers spécialisés, tandis qu'une formation générale de 2 ans mène à l'université. Encore une fois, les baby boomers répondent à l'appel en prenant d'assaut les cégeps. On veut s'instruire. En région, avec les écoles polyvalentes et les cégeps, et bientôt l'Université du Québec, la plupart des jeunes n'ont plus besoin de s'exiler dans les grands centres pour compléter leurs études. Dans ces énormes complexes, les jeunes ont accès à un enseignement de qualité et apprennent de nouvelles idées. Ils se retrouvent également dans les couloirs et les cafétérias où ils fraternisent et se politisent. Les cégeps vont recruter massivement de jeunes professeurs, de jeunes intellectuels qui, eux, justement, sont fortement influencés par les idées contestatrices américaines et européennes. Et les cégeps vont devenir des espèces de bouillons de culture qui vont favoriser la diffusion des idées de contestation et des idées un peu contre-culturelles. Le cégep va devenir vraiment l'occasion pour beaucoup de jeunes Québécois de se mettre au diapason des idées de contestation de l'Occident. L'Union générale des étudiants réclame maintenant la gratuité des cours dans les collèges et une augmentation des prêts et bourses pour l'université. On demande également une pédagogie plus démocratique ainsi qu'un système d'attribution des notes moins rigide. Dans les universités et les cégeps, les rapports entre les représentants étudiants et la direction deviennent tendus. Les jeunes ne font plus confiance aux autorités. Ce sont ces gens-là, vous savez, qui nous ont laissé l'ignorance et la peur comme héritage. C'est notre petite élite qui a peur du changement, qui a peur de la simple revendication, comme si on était prêt d'y enlever son eau bénite puis ses chèques bilingues. L'important, c'est pas d'élaborer une réforme de la société capitaliste, c'est de lancer en plein front une expérience qui soit en rupture concrète, complète avec le système et qui la provoque. Amorcée d'abord par les professeurs, la grève étudiante éclate en octobre 68 et dure plusieurs jours, voire plusieurs semaines, dans certaines écoles, cégeps et facultés universitaires de plusieurs villes. Des négociations serrées ont lieu à Québec. La réponse du ministère de l'Éducation reste ferme. Des concessions sont faites, entre autres, sur le régime de prêts et bourses, mais le mouvement étudiant est réprimé sans merci. Des centaines de jeunes sont renvoyés des cégeps. Et tel que promis par Daniel Johnson 2 ans plus tôt, son successeur Jean-Jacques Bertrand annonce la création de l'Université du Québec. Il n'y a pas que les jeunes qui prennent le chemin de la rue pour obtenir gain de cause. Leurs parents également cherchent à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Les syndicats québécois se politisent de plus en plus et ouvrent ce qu'ils appellent le deuxième front, celui de la lutte politique. Économique encore, je veux dire. Il n'y aura pas de bouleversement du système économique tant que les gens n'auront pas une conscience politique plus évoluée. On va investir dans la santé, on va investir dans des bordels comme la Place des Arts. Il va falloir faire des priorités en fonction des besoins du peuple. Mais ça, c'est ça qu'est la démocratie. Là, on ne vit pas en démocratie, on vit en dictature économique. Les comités de citoyens s'activent eux aussi. On met sur pied des comptoirs alimentaires, des cliniques médicales et juridiques, des comités de chômeurs et de locataires qui défendent le droit des citoyens à une vie meilleure. Les travailleurs ne se laissent plus faire.
Un peu partout au Québec, des conflits durs et nombreux perturbent les services publics, les petites industries et les usines. À Montréal, les policiers, les pompiers et les chauffeurs de taxi font également la grève. Des émeutes ont lieu, des magasins sont pillés, un policier est abattu. L'armée canadienne est même appelée en renfort. En 1969, les Québécois descendent dans la rue et un climat de tension extrême s'installe dans presque toutes les régions. Le gouvernement est dépassé par les événements. Le 11 novembre, la ville de Montréal adopte même un règlement interdisant toute manifestation non autorisée. Ici, dans la ville de Montréal, il y a un règlement qui défend les manifestations parades. Et ça est approuvé par le directeur de police. Mais on manifeste en même temps. Non, justement. Pour les autorités, c'en est trop. Le gouvernement Bertrand agit de plus en plus par décret et la police de Montréal réprime durement toutes les manifestations de rue. Le pouvoir se durcit, mais cela ne fera qu'augmenter le nombre de manifestations. À la fin des années 60, l'atmosphère est survoltée et le gouvernement québécois est dépassé par les contestations étudiantes et ouvrières. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de... Les partis traditionnels s'avèrent incapables de canaliser l'énergie de la jeunesse et de tout un peuple en marche. Protégés par un régime de pouvoir pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Asseyez-vous tous! Liberté! Dans ce contexte de lutte et d'affrontement, le Front de libération du Québec trouve un terreau fertile pour ses revendications et quelques sympathies nouvelles. En 2 ans, le FLQ fait sauter pas moins de 60 bombes, principalement lors de conflits de travail ou dans des lieux symbolisant la domination financière canado-américaine. Le gouvernement de Jean-Jacques Bertrand n'a que la police à offrir en guise de réponse aux revendications populaires. Un renouveau politique est à l'ordre du jour. Le 17 janvier 1970, au congrès du Parti libéral, Jean Lesage tire sa révérence. 3 aspirants veulent lui succéder, Claude Wagner, Pierre Laporte et Robert Bourassa. Dès le premier tour de scrutin, un économiste de 36 ans remporte la victoire et devient le nouveau chef du Parti libéral du Québec. Monsieur Bourassa, 843. Robert Bourassa, le nouveau chef du Parti libéral du Québec. 10 ans après Jean Lesage, 4 ans après Daniel Johnson, la Révolution tranquille est encore une fois à la croisée des chemins. Pour répondre au mécontentement populaire, à la violence, au chômage, aux grèves et aux attentats, qu'a-t-il à proposer? La fierté d'être québécois, c'est plus qu'une question de drapeau. La fierté des Québécois, pour moi, c'est de pouvoir travailler au Québec d'abord et avant tout et donner sa pleine mesure au Québec.